Bonsoir, nous sommes le mercredi 19 septembre, 17 septembre par contre, 2014, et je voudrais vous parler d'un ouvrage que je viens d'emprunter à la bibliothèque, autour d'un ouvrage qui s'appelle La place des femmes dans l'histoire. Une histoire mixte. C'était une curiosité de voir un peu comment on présentait justement les femmes dans l'histoire, et notamment les femmes célèbres, Camille Claudel, Suzanne Valadon, Sonia Delaunay, Alexandra David-Néel, ou Virginia Woolf. Et Virginia Woolf est intéressante parce qu'elle a écrit une chambre à soi, 1929, et elle imagine le sort de la petite sœur de Shakespeare, qui n'aurait certainement pas eu les mêmes avantages que Shakespeare pour créer. Passons sur la question de Shakespeare, qui est un personnage assez mal connu, et on ne sait pas forcément qui est l'auteur de ses œuvres. Enfin, passons. En fait, c'est simplement une image. Mais tout ça, ça nous interpelle, puisque, effectivement, comme je le craignais, finalement, la plupart des noms qui sont mis en avant sont complètement inconnus. Il faut vraiment être un très grand spécialiste de la condition féminine pour connaître quelques cas, à part George Sand, à part Simone Veil, et encore Simone Veil, il faut la connaître. L'autre, il y a deux Simone Veil d'ailleurs. Et donc, il y a bien sûr des reines, des régentes, etc. Elisabeth Ier, Catherine de Médicis, etc. On nous parle des conquêtes, de l'acquisition du droit de vote des femmes françaises au lendemain de la Révolution. Mais bon, que les femmes étaient des sujets de tableaux, c'est une évidence aussi. Mais bon, la question est de savoir à quoi tient justement cette supériorité masculine au niveau de la création. Et supériorité qu'on essaie de nous expliquer comme étant simplement due à des circonstances, à des conditions de vie, etc. etc. Je ne sais pas quelle est la proportion de femmes qui croient encore à ce genre de foutaise et de boniment, mais enfin, il y en a encore beaucoup qui veulent y croire. Mais il est vrai aussi que le phénomène de la création est un phénomène extrêmement obscur, et donc on a beau jeu de spéculer sur tel et tel facteur qui aurait été un facteur essentiel pour le déclenchement. Donc dès qu'on ne connaît pas bien un domaine, on peut évidemment greffer sur ce domaine toutes sortes de fantasmes. Comme on ne connaît pas bien le fonctionnement de la société, la question des cycles, la création, la création, et que le mot création peut être galvaudé, on peut évidemment bâtir et échafauder beaucoup de choses. Alors, je voudrais développer une thèse, je ne sais pas si je l'ai déjà développée, enfin je vais la reformuler en tout cas, dans ce domaine, à toutes fins utiles. Je dirais que le grand problème des femmes, le grand obstacle qui se présente aux femmes, c'est leur faculté d'appropriation. C'est-à-dire qu'elles ont une telle faculté d'appropriation qu'elles ne sont pas en manque au point de devoir rechercher en elles-mêmes. Voyez-vous ? Les chrétiens utilisent l'image du pélican. Je pense que les hommes sont des pélicans beaucoup plus que les femmes. Le pélican, c'est celui qui nourrit ses enfants, non pas de ce qu'il a trouvé à l'extérieur de lui-même, mais de ce qu'il a trouvé en lui-même, ce qu'on appelle les entrailles. Le créateur est quelqu'un qui va chercher dans ses propres entrailles sa création.
Il ne va pas s'emparer de ce que les autres lui apportent. Il ne va pas s'approprier ce que les autres lui apportent. D'ailleurs, Proudhon disait la propriété c'est le vol. Je dirais que l'appropriation c'est le vol. Alors on a toute une économie qui est effectivement une économie de l'appropriation, qui est une économie de l'aide, de la complémentarité. Dès qu'on rentre dans cette logique de la complémentarité, on sort du génie. Mais oui. Le génie, il n'a pas à attendre de l'autre. Il n'a qu'à attendre de lui-même. C'est la différence entre l'altérité extérieure et l'altérité intérieure. Il doit attendre de lui-même, ça veut tout dire. C'est-à-dire de lui-même, ce qui signifie quelque part qu'il est dans la dualité. C'est une dualité intérieure. Alors que la femme est dans la dualité extérieure, c'est-à-dire qu'elle attend non pas d'elle-même, mais de l'autre, de ce qui vient de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est exactement le thème de leur argumentation. Nous n'avons pas été assez aidés de l'extérieur. On ne nous a pas assez poussés. Et on a eu des obstacles. Les gens n'ont pas été assez complaisants, assez compréhensifs avec nous. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est justement de ne pas dépendre de l'extérieur. De trouver en soi-même les énergies, la nourriture, de créer avec son propre sang, ses propres entrailles. Ce n'est que dans un refus de l'autre extérieur que je découvre l'autre intérieur. Et apparemment, cette dialectique-là n'est pas familière aux femmes. Et ce n'est pas un reproche d'ailleurs. Un autre problème qui se pose à elles, c'est qu'elles sont souvent dans une problématique collective. C'est le grand hic. Si j'emprunte à quelqu'un, si je m'approprie ce que quelqu'un a fait, ni vu ni connu. Mais s'il y a 1000 personnes qui empruntent la même chose, à cette même personne, ça saute aux yeux, ça va de soi. Ce que les femmes doivent détester, c'est justement les autres femmes. Parce que les autres femmes peuvent faire la même chose qu'elles. Et si elles peuvent faire la même chose qu'elles, c'est que ça ne vient pas d'elles. Car si ça venait vraiment de soi, personne d'autre ne pourrait le faire. Sinon, justement, ceux qui vous copient. Mais ceux qui vous copient ont toujours un train de retard. L'homme qui crée, c'est comme la femme qui accouche. C'est-à-dire que c'est immédiatement, ça vient de lui. C'est le live. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, le live, on évite le live. On évite l'improvisation. On évite d'assister à des accouchements d'œuvres. Et donc, on est dans le réchauffé. Dans le réchauffé, n'importe qui peut se faire passer pour n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas rétabli l'improvisation, la création immédiate, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la personne et qui n'est pas emprunté à quelqu'un d'autre, on pourra toujours imaginer des tas de mirages concernant les femmes. Donc ce livre, La place des femmes dans l'histoire, ça n'a pas une grande valeur. Ou plus exactement, il ne faudrait pas que ça dépasse, je n'ai pas eu le temps de parcourir jusqu'au bout d'ailleurs, mais le simple fait de pouvoir citer quelques noms est presque dérisoire. Je veux dire que pour une femme qu'on peut citer d'importance, il y a 100 hommes, 1000 hommes. On va citer un peintre, on va citer une romancière,
On va citer une chercheuse. C'est quoi? On les cite en plus parce que ce sont des femmes en plus. Si ce n'était pas des femmes, c'est qu'on ne s'intéresserait même pas à elles, hein, limite. Elles sont mises en épingle, en exergue. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Je pense que l'Occident, une des raisons du déclin de l'Occident, c'est la place qu'il accorde aux femmes. C'est le rôle exagéré qu'il a accordé aux femmes, qu'il a affaibli. Je pense que dans les prochaines décennies, on reconnaîtra cela. On reconnaîtra que le féminisme a miné l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il a remplacé des vraies valeurs par des fausses valeurs. Une vraie créativité par une fausse créativité. Et donc, par conséquent, il a fait perdre beaucoup de temps à l'Occident. Ce qui a fait la domination de l'Occident, ce n'est pas les quelques décennies qui ont eu lieu, c'est toute une civilisation patriarcale. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, même XIXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle de la perte de l'Occident, du déclin de l'Occident. Et le déclin de l'Occident est indissociable de la montée du féminin. Totalement indissociable. Des pays qui n'ont pas succombé à cette vague féministe ont certainement mieux résisté et mieux avancé. Et puis il y a aussi la question du vote. On fait des élections. Est-ce que les élections permettent de choisir les meilleurs leaders? Est-ce que s'il n'y avait pas eu de vote féminin, est-ce que François Hollande aurait été non seulement élu aux primaires socialistes, mais élu à la présidence de la République? Les femmes ont une grosse responsabilité dans la qualité des choix des électeurs. En outre, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le féminisme encourage bien évidemment l'aliénation à la technologie. Alors, la technologie, c'est le garant de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes sont à égalité devant la machine. Une femme qui a une mitraillette, elle vaut autant qu'un homme. Donc la mitraillette, ça lui permet de franchir le fossé entre l'homme et la femme. Une femme avec un revolver, c'est une sorte d'aberration. Et de toute façon, on sait très bien que l'usine, tout le monde en parle, l'usine, ça a été le tremplin du féminisme. Les femmes en usine pendant la Première Guerre mondiale, que n'en a-t-on pas dit? Alors, malheureusement, l'usine, c'est le taylorisme. Et le taylorisme, c'est le travail en miettes. Et le travail en miettes, c'est la division du travail. La division du travail, c'est le travail où les travailleurs sont interchangeables. Ils sont tellement interchangeables qu'on peut faire appel à des travailleurs immigrés qui restent étrangers à la culture locale, mais qui vont pouvoir travailler. Donc le travail, au sens propre du terme, n'est-ce pas? Le fait d'avoir un salaire pour faire un certain travail, c'est une forme d'intégration indiscutable. Tout comme, par exemple, l'autre jour, j'écoutais une émission sur Détroit. Détroit a développé le taylorisme pour accueillir des manœuvres non spécialisées, notamment qui venaient des Noirs, qui venaient du sud des États-Unis. Les processus d'intégration conduisent à un développement de la technologie et au taylorisme. Et la femme a joué là-dessus, a surfé là-dessus. Et puis je terminerai en disant, tout simplement, il y a des hommes qui ont joué avec le feu, qui ont joué aux apprentis sorciers,
et qui se sont mis en tête justement d'être des démiurges capables de transformer la femme en homme, le plomb en or.